Avant, je pensais que les peuples se définissaient par leur identité commune, et que celle-ci précédait leur existence. Puis le désir est arrivé et l'inverse s'est mis à jour. Un peuple peut sous-tendre une culture, quitte à ce que celle-ci procède de la simple volonté de ses membres. Je ne sais d'où vous m'écoutez, mais en France, pays qui m'a vu naître, cela fait plusieurs années qu'est discutée une notion nommée l'identité nationale. Et cela semble être de toute première instance pour un certain nombre de personnes que d'en faire un débat séminal sur la question française. Cela peut se comprendre, l'identité d'une nation renvoie à la problématique de l'identité des individus en tant que partie de cette nation. Ôtons tout de suite la dimension nationale et ne gardons que ce qui nous intéresse ici, l'identité. Mais l'identité de quel peuple ? Cela mérite d'être pris avec des pincettes car il est facile d'user du terme de peuple en le cantonnant à l'autre. En l'occurrence, un Européen pourra s'imaginer appartenir à une nation ou à une civilisation, plus rarement à une peuplade, le terme renvoyant à une conception tribale qu'il appliquera plus facilement aux aborigènes ou aux Inuits. Pour étudier un cas concret, et comme il faut bien que cela tombe sur quelqu'un, attaquons-nous au signifiant arabe. Qu'est-ce qu'être arabe ? Qu'est-ce qu'un arabe ? Comment juger si je suis arabe ou non, si vous êtes arabe ou non ? Pour ce genre de questions, on trouve actuellement 3 écoles se distinguant. Celle du lignage, celle de la langue, celle de la culture. Postulat. Les Arabes partagent une origine commune. Cette origine serait d'être issue des pays arabes. Problème. Il n'y a que 4 pays arabes. L'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Yémen et l'Oman, et quelques principautés et micro-états que sont le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et le Qatar. Pour les jeunes et les non-français, il fut il y a une trentaine d'années un mouvement nommé Black Blanc Beurre, célébration de la différence et posture antiraciste, qui pourtant oubliait fort injustement les Asiatiques, qui constituaient une communauté très présente dans les quartiers à fort taux d'immigrés. Mais bref, ils n'y peuvent rien, on les oublie tout le temps. Alors qu'est-ce que ça signifiait ce beurre ? Des sources avisées nous disent qu'il s'agit du verlan d'arabe, qui lui-même donnera le verlan rebeu, dans un double verlan que l'on peut qualifier de ridicule. Mais déjà nous voyons poindre un problème. Verlan d'arabe, d'accord, mais la plupart des immigrés de ce mouvement venaient du Maroc, d'Algérie ou de Tunisie. Et ces pays ne font pas partie de nos pays arabes précités, ce sont des pays du Maghreb, dont l'histoire a été bien plus influencée par les Berbères que par les Arabes. Et si nous continuons notre petit bonhomme de recherche, force est de constater que les pays dits arabes ne le sont pas historiquement. Ils sont, ou furent, Touaregs, Perses, Turcs, Moghols, mais non arabes. Bref, l'appartenance par le lignage se tient, mais dans notre cas, elle reste fort douteuse. Postulat. Les Arabes sont les gens dont la langue maternelle est l'arabe. Nouveau problème, si je nais en Colombie ou en Angola, que je vis au rythme et selon la culture du pays dans lequel je réside, mais que mes parents m'ont appris l'arabe avant toute autre langue, suis-je arabe ? Cela paraît un raisonnement un peu bref, surtout si on le rapporte aux statistiques. Environ 250 millions de personnes parlent arabe dans le monde. Environ 400 millions de personnes font partie de pays dits arabes. Donc environ 150 millions de personnes vivent dans des pays arabes sans parler arabe. Du coup, sont-ils moins arabes que ceux qui parlent arabe au Canada ? Bref, l'appartenance par la langue se tient également, mais on sent que nous n'y sommes pas encore. Postulat. Les Arabes sont des gens partageant une culture musulmane-ottomane. Je serais bien en peine de définir clairement la culture arabe, car entre Essaouira et Jayapura, il y a, le monde. La culture moghole et la culture turque peuvent-elles vraiment être mélangées sous l'appellation arabe ? Problème de la culture, contrairement au lignage qu'on ne choisit pas ou à la langue maternelle qu'on n'a pas le temps de choisir, c'est qu'elle s'exerce de 2 manières, par appartenance ou par référence. Un groupe d'appartenance est celui en lequel on reconnaît comme. Un groupe de référence est celui en lequel on se reconnaît comme. D'appartenance, nous sommes un groupe objectif. Nous sommes tels que nous avons été faits et tels que nous devenons. Nous allons avoir un niveau de vie, un sexe, un âge, une histoire. De référence, nous sommes un groupe subjectif. Nous sommes ce que nous avons envie d'être. Nous allons calquer nos comportements sur, allons apprendre les valeurs de, allons devenir tels. Et il n'est pas étonnant que la plupart des individus adoptent le groupe social qui les environne directement, car s'exerce sur tous la différenciation sociale, qui nous pousse à favoriser les gens de notre groupe au détriment des gens d'un autre groupe. Dans le premier cas, nous voyons une personne qui recouvre un certain nombre d'aspects que nous assimilons à tel groupe, nous considérons qu'elle en fait partie. Dans le second cas, une personne souhaite être et considère qu'elle possède suffisamment de traits communs pour être considérée, par elle et par les autres, comme telle. Mais, et c'est là qu'on commence généralement à s'emporter, on ne peut passer à côté du fait que l'une des caractéristiques du groupe arabe aujourd'hui est le fait de partager la religion musulmane. Elle n'est pas exclusive, mais elle en fait partie. Démonstration.
Force est de constater que si nous calquons les populations de groupes dits arabes et les populations de religion musulmane, on se retrouve sur notre planisphère avec une empreinte relativement unie, d'où la confusion évidente entre arabes et musulmans. Correction. Cette carte est remplie avec la seule donnée démographique qu'est ma volonté. Elle ne veut rien dire. Ces pays ne sont pas tous arabes, ils n'ont qu'une seule particularité, c'est que tous ont au moins 60% de population musulmane. Cela n'en fait pas des pays arabes, cela ne fait pas de leurs habitants des arabes, sauf si l'on choisit pour les désigner arabes comme signifiant. Démonstration. Ensuite, si j'applique le même calque aux populations historiquement chrétiennes, j'obtiendrai une zone qui ne correspondrait à rien et il ne viendrait à l'esprit de personne de qualifier les habitants de cette empreinte de latins ou de chrétiens, à la rigueur de blancs, mais contrairement à arabe, cela renvoie uniquement à la couleur de peau et ne correspond à aucune culture uniforme. Correction. Il ne viendrait à l'esprit de personne de les nommer ainsi, chez toi. Car selon le point de vue où l'on se place, il est toujours une arme aussi terrible que facile à employer, celle de l'indistinction. En l'occurrence, cette seconde empreinte désigne le monde occidental dépravé, le monde mécréant, qui a abandonné toute spiritualité pour vendre son âme au profit, à la luxure et à l'amoralisme. Et c'est là qu'on se doit d'être prudent. La récupération du terme arabe pourrait ainsi être faite religieusement, et donc politiquement. Dans les pays musulmans, car on ne peut séparer la religion de la politique lorsqu'il n'y a pas séparation du culte et de l'État, et dans les pays non musulmans, car on a toujours besoin d'un axe du mal facile à identifier pour représenter l'autre, le différent, le barbare. Pour pousser encore un peu l'amalgame, précisons qu'en islam, il y a le principe d'Umma. C'est la communauté des croyants. Il n'a pas besoin de s'y inscrire ou de s'en déclarer partisan, il l'est de facto. Celle-ci transcende les lignages, les langues et les cultures pour se concentrer sur l'accord au même dogme. Alors bien sûr, dans l'Umma, on exclut ceux qui ne sont pas de notre doctrine. Les sunnites considèrent que les chiites n'en font pas partie. Une fois de plus, l'infidèle c'est toujours l'autre. Et c'est là qu'arrive la figure de l'arabe. Elle se fiche de savoir s'il y a eu schisme il y a 1350 ans entre les musulmans. Et c'est un parti pris de peu de reconnaissance que d'employer ce terme, mais il l'est. D'une part par ceux qui peuvent se nommer arabes bien que ne l'étant pas, mais qui sentent un intérêt à appartenir à un groupe, à défendre les mêmes valeurs, à se reconnaître en une communauté, en somme, face à un grand ennemi, on est tous arabes, malgré les différentes doctrines qui divisent le monde musulman, être arabe devient un contre-pouvoir. D'autre part par ceux qui usent du terme arabe car ils ne veulent pas en savoir plus, voire car ils ont besoin de désigner l'ennemi indispensable à toute heuristique de la peur. L'arabe d'aujourd'hui devient le communisme d'hier. Alors bien sûr, sur un plateau de télévision, on va troquer ce mot d'arabe pour islamiste, mais le mal est fait. On a créé un concept ne reposant sur rien d'historique afin d'en faire une silhouette emblématique. Les deux catégories, l'arabe de contre-pouvoir ou l'arabe de désignation, sont malheureusement fautives, car elles entretiennent la confusion sur ce terme qui mériterait de désigner clairement ce qu'il recouvre. Le signifié a toujours le dernier mot dans son signifiant de référence. Si je m'outre parce qu'on me détermine français alors que je suis belge simplement parce que je suis francophone, il est normal qu'un autre s'outre quand on le détermine arabe alors qu'il est afghan. Mais l'inverse est également vrai, et l'un peut s'outrer de ne pas être désigné arabe alors que ce mot est vecteur d'une identité qu'il souhaite, pour toute raison, posséder. Comme le signifiait Ibn Khaldoun, lui-même partagé entre son arabité et sa maghrébinité, l'un peut se réclamer arabe car s'ignorer arabisé. Et si l'on peut questionner une volonté de faire, comment remettre en question une volonté d'être? Cette volonté d'être arabe peut lors être une volonté d'être musulman. Le Coran comporte quelques mentions du terme arabe, mais la totalité l'use pour signifier la langue arabe, et seulement par corollaire ceux parlant cette langue. Ce qui nous ramène au début de notre tentative de définition, et nous perd encore un peu plus sur la désignation réelle de ce que le mot sous-tend. En clair, pour se définir arabe, il faut être de langue arabe. Dans ce cas, on remarque une contradiction au fait d'user du terme pour désigner par trop souvent l'Umma, englobant tous ces sujets dans un corps unique dirigé par le khalifa, représentation non plus religieuse, mais uniquement politique. Et s'il faut fustiger l'ère de la pensée unique, c'est oublier qu'il n'y en a pas qu'une. Face à la pensée unique qu'on dira rapidement occidentale, basée sur la démocratie et l'économie de marché, il y a en face une pensée qu'on dira tout aussi rapidement orientale, basée sur la théocratie et la préparation à l'au-delà. Point de jugement de valeur sur qui a la plus grosse ou qui frappe le plus fort, une simple constatation qui amène souvent à opposer des schémas en réalité bien semblables. Vouloir fondre chaque individualité en un moule d'identité afin d'en récolter une société est un substrat identique à toute pensée unique. Sachant que l'Indonésie est le pays à la plus forte majorité musulmane par nombre d'habitants, est-ce que les personnes y vivant ou les monuments s'y trouvant deviennent immédiatement arabes? Non, car nous sommes ici dans l'irréligieux. Nul besoin d'être arabe en étant musulman. Nul besoin de se reconnaître musulman pour se reconnaître arabe. Il s'agit lors d'une constatation sociale. Montaigne disait d'ailleurs « Nous sommes chrétiens au même titre que nous sommes périgourdins », soulignant par là qu'au-delà de la question religieuse, il est question d'une culture qui nous entoure, en laquelle nous baignons, et qui produit ses effets de manière telle que nous nous retrouvons en un état qui nous a en fait été dicté, même si nous avons l'impression de l'avoir choisi. Enfin, laissons les Arabes de côté qui ne m'ont rien demandé, et que nous n'avons de toute façon pas réussi à identifier, et allons voir un autre cas typique, et pour le coup bien plus édifiant car retournant complètement la question d'identité d'appartenance. Si je vous demande de penser à un Américain, vous penserez à George Clooney,
à Donald Trump ou à Barack Obama? Combien penseraient naturellement à un Huron ou à un Aztèque? Ou même plus proche de nous, et c'est là qu'on se rend compte comme le terme américain peut être impropre, combien penseraient à Ronaldo? Est-il moins américain car on a passé l'équateur? Et c'est là que réside l'ignominie. Nous sommes dans un cas de tout ce qu'il y a de plus unique. Ce ne sont pas les individus qui choisissent une identité de référence différente de leur identité d'appartenance, mais tout un ensemble de peuples qui est relativisé et nommé sous une identité qui n'est pas la sienne. Si l'on accepte qu'Amerigo Vespucci avait compris que les Indes occidentales étaient en fait un nouveau monde, nous savons que les Américains ne sont pas indiens depuis 1504, soit depuis plus de 5 siècles. Et en 5 siècles, personne n'a cru bon de signaler qu'on pouvait appeler les choses et les gens par leur nom? Les Américains eux-mêmes parlent de natives, Américains natifs. Ils ne sont même pas simplement les Américains. Alors bien sûr, les vieilles habitudes ont la vie dure, et il est bien trop tard pour que cela change, n'empêche que... Il est trop facile de récupérer un groupe d'appartenance pour en désigner un autre, de même qu'il est trop facile de récupérer un groupe de référence pour en faire le sien, surtout lorsque cela n'a pour but que d'asseoir une définition politique du groupe mal nommé. Pour comprendre quelque chose, il faut déjà connaître son nom, son vrai nom. Sinon, on est condamné à dévaloriser son sujet. On se doit de définir des catégories d'appartenance. La personne qui ne sait d'où elle vient ne saura jamais vraiment où elle va. Mais on est incapable de lutter contre les catégories de référence. Si je souhaite, demain, m'improviser martien, personne ne pourra aller contre mon désir. Pour autant, serais-je martien ?